Salut les marques, salut les smarts, bienvenue à Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez donc Catch Up, le podcast des cahiers du catch. On va parler aujourd'hui du Monday Night Raw du 29 août 2016 qui se déroule à Houston au Texas. Et avec moi pour commenter donc ce Raw historique, Raphaël, le courageux Raphaël. Comment vas-tu Raphaël? Eh bien, ça va très bien, tu l'as dit, ce fut un Raw historique, nous allons voir ça de suite. C'est parti. Alors, bon, on s'excuse hein, si on n'a pas l'air trop spontané. On a eu des petits problèmes d'enregistrement, donc on réenregistre pour la deuxième fois. Mais on va essayer de faire au mieux. Alors, c'est parti. On va débuter donc tout ça avec le début d'Euro. Ça démarre au milieu du ring. C'est Corey Graves qui va interviewer tous les belligérants, les aspirants à la ceinture universelle, parce que je vous rappelle donc que ce soir se décide le nouveau champion pour la ceinture de champion de l'univers. Donc les participants, c'est Kevin Owens, Big Cass, Roman Reigns et Seth Rollins. Donc tous les quatre sont sur des tabourets autour de la ceinture universelle, la très belle ceinture universelle. C'est Corey Graves qui est censé les interviewer, mais il se fait rapidement couper la parole par Seth Rollins. Seth Rollins qui, comme d'habitude, joue la vantardise. Il bâche un peu tout le monde. Il explique que voilà, s'il n'y a pas de raison qu'il le remporte pas ce soir, c'est lui le meilleur dans la fédération. Et il termine, donc bon, il bâche un peu tout le monde et il termine sur Kevin Owens, en se foutant de sa gueule un peu de son poids. Kevin Owens lui tirait la gueule, il baissait la tête depuis le début de la séquence. Et donc là, il se réveille, il joue les gentils, bizarrement. Il félicite Corey Graves pour son émission sur le network, qui s'appelle Culture Shock, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, il dit qu'il est très content de participer à ce championnat, à ce match par 4 avec tous ces fabuleux participants. Bon, tout le monde est un peu étonné qu'il soit aussi gentil, et puis donc là il tombe le masque, hein, il explique c'est pas ça ce que tu voulais, Corey Graves, qu'on soit tous copains, tous gentils les uns avec les autres. Là on dirait une session d'alcooliques anonymes. Alors il mentionne rapidement Sami Zayn en disant qu'il s'en est débarrassé. Seth Rollins se mentionne que c'est lui quand même qui a fait tomber Sami Zayn la semaine dernière, qui l'a blessé. Il prend un peu le mérite pour tout ça. Ensuite, bon, Kevin Owens, il se moque un peu de Big Cass en lui disant tiens, toi t'es là juste parce que t'es grand, et puis c'est sympa, on se rend compte que tu sais parler. Jusqu'ici, on pensait que c'était Enzo, ton petit compagnon, qui s'occupait de parler. Big Cass, il répond tout de suite, il reprend le micro. Il explique, il se fout de la gueule tout de suite de Kevin Owens en expliquant que voilà, c'est ce que c'est Kevin Owens c'est rigolo ce qu'il a dit, mais est-ce que c'est lui qui a écrit son texte, ou est-ce que c'est Chris Jericho, son comparse, qui lui écrit ses textes? Voilà. Ensuite, bon, il explique que lui, il a rien à perdre, et puis surtout qu'il est pas l'underdog dans le match, qu'il est le biggest dog, le plus grand, et puis que la taille compte. Voilà, donc lui, il a toutes ses chances, il se considère comme le plus balèze, hein, des quatre. Là, Rollins finit par s'énerver, il demande à Corey Graves de reprendre le contrôle de l'interview, alors que c'est lui qui lui a piqué le contrôle en début de séquence, mais c'est pas grave. Et il demande à Corey Graves de questionner un peu Roman Reigns, puisqu'on sait que, surtout, bon, il veut de l'avis de Roman Reigns sur le fait qu'il va encore une fois affronter Rollins, parce qu'on sait ce qui se passe. Quand Rollins affronte Roman Reigns, c'est la victoire de Rollins. C'est comme la mort et les impôts, selon la petite expression américaine. Et donc là, ça va être le tour de Roman Reigns de parler. Mais au lieu de parler, il se lève simplement et il décoche une bonne droite à Kevin Owens, qui était juste à côté de lui. Du coup, c'est parti pour la bagarre. Une fois qu'il s'est débarrassé de Kevin Owens, Roman Reigns, il prend Seth Rollins et puis le bazar dans le coin du ring. On se retrouve avec un face-à-face entre Big Cass et Roman Reigns. Donc les deux gentils, on va dire. Et donc par la suite, Rollins revient à l'attaque par derrière pour Roman Reigns.
Mais bon, Roman Reigns, il lui claque un Superman Punch et en fait, Big Cass essaye de passer Roman Reigns par-dessus la troisième corde, mais il y a un contre et Reigns bascule Big Cass par-dessus la troisième corde également, il s'en débarrasse. Et donc on se retrouve avec Roman Reigns triomphant au milieu du ring. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé de cette séquence d'entrée, Raphaël? C'était pas mal d'avoir les quatre autour de la ceinture, puisque comme tu le disais, c'était quand même une nuit historique. Ce titre, il est quand même tout récent. Il y a un championnat qui est vacant, les quatre vont se mettre sur la gueule. C'était pas mal. Le fait d'avoir Corey Graves mis en valeur aussi, c'était sympa. Je les ai trouvés tous tour à tour intéressants. Kevin Owens a été assez drôle. Big Cass a bien joué le rôle qu'on attendait du costaud qui a l'air plus fort mais qui est très récent, donc qui a rien à perdre. Après, c'est sûr qu'au moment de la baston finale et Roman Reigns qui finit tout seul triomphant sur l'ancienne musique du Shield, bon, on aurait peut-être pu s'en passer parce on a un peu l'habitude que Roman Reigns look strong, donc là, c'était peut-être la partie un peu lassante. Ouais. Oui, se retrouver encore une fois avec Roman Reigns comme ça, debout, triomphant. C'est pas le truc le plus enthousiasmant qu'on peut avoir. Et puis, ouais, on se demande un peu toujours quel est le positionnement de Roman Reigns. Est-ce qu'il va jouer le badass qui se contente de cogner, ou est-ce que on va le retrouver en fin de séquence à faire des blagues façon sous The Rock. Oui. Ouais. Là, il a pas parlé, mais Et là, il a pas clairement, en parlé. tout cas, la foule de Houston était parmi les quatre qui étaient sur le ring, c'était clairement lui qui était le moins populaire. Hein. Ouais, clairement. Par contre, ouais, ce qu'on oui, et puis effectivement, Big Cass qui s'en sort bien dans cette promo, hein, pour un rookie comme ça. Il tient le micro, puis avec son physique imposant, il tient bien sa position au milieu des quatre, enfin des trois, à côté des trois autres main eventers plus aguerris. Mm. Voilà, bon, c'est une séquence classique d'opener, mais qui fait un peu peur quand on voit Roman Reigns debout comme ça en fin de séquence. Alors, Oui, mais avec la règle du booking inversé, on se doutait du coup qu'il allait pas gagner la fin du match. On pouvait l'imaginer. c'est vrai, c'est pas faux, si on connaît la règle du booking inversé, effectivement. Bon, on va enchaîner sur la suite. On retrouve l'ami Y2J, l'ami Chris Jericho dans les coulisses qui se balade avec une sacrée dégaine. On a l'impression que tout ce qui est autour de lui le dégoûte. Euh, et on apprend qu'il va affronter Neville. Donc bon, c'est l'heure de la coupure pub, puis on revient sur le match. On a l'entrée de Neville et après on a encore une petite interview de Chris Jericho en coulisses par Tom Phillips. Donc comme d'habitude, Chris Jericho il se fout de sa gueule, il l'appelle Felipe. Et donc bon, quand il fait référence à son intervention de la semaine dernière dans le match de Neville, hein, Neville affrontait Kevin Owens justement pour se qualifier au Fatal 4-Way de ce soir. Ben, Chris Jericho était intervenu et avait fait perdre Neville. Il se fout de la gueule toujours de Neville, il fait des références à Mighty Mouse. C'est ce super souris en français si je dis pas de bêtises. Et à la fin, il demande qu'est-ce qu'il va avoir Neville comme d'habitude à Tom Phillips. Alors Tom Phillips il répond Hit. Et Chris Jericho il dit non, c'est pas Hit, ça veut rien dire Hit. C'est le gift of Jericho. Drink in it, man. Et donc voilà, bah après on a le match, hein, proprement dit, qui est quand même pas mal dominé par Neville, qui peut dérouler un peu son catch avec ses sauts spectaculaires. Chris Jericho, lui, joue plutôt le heel fourbe, hein, un peu pleurnicheur, il va se cacher dans les jambes de l'arbitre à un moment donné. Et puis il fait un petit coup d'étranglement des yeux, là, hein, les doigts dans les yeux de Neville pour prendre l'avantage. Mais bon, c'est quand même plutôt un show pour Neville, hein, qui déroule bien son catch. Il y a un énorme crossbody à un moment donné. Il fait ses coups de pied rapides là, ses enchaînements très rapides dans le ring, ses sauts hyper dangereux. Mais c'est quand même la victoire de Chris Jericho au final qui arrive à contrer Neville donc sur un saut habituel, voilà, une prise de risque. Et ben du coup ça paye pas parce que le Chris Jericho le contre et il le place dans le Walls of Jericho. Et donc c'est la version, si vous voulez, à une jambe où il écrase la nuque là d'un côté. Et le pauvre Neville il est obligé d'abandonner. Il est obligé de taper. C'est la victoire de Chris Jericho. Après un bon petit match. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Raphaël?
Ouais, un bon petit match, même un très bon petit match. Non, c'était vraiment bien. Bon, sur la partie intro, Jericho, il est toujours excellent au micro. Là, il est vraiment très drôle avec ses nouvelles catchphrases de heel prétentieux et puis, comme tu dis, un peu pleutre sur le ring là qui se cache. Il sait bien mettre en valeur son adversaire sur le combat. Neville, je trouve que là, il a été vraiment bon. Il n'a pas été juste le distributeur de prises athlétiques. Il avait la tête et plus motivée, plus hargneuse. Après, il perd, donc j'imagine qu'on peut se poser la question. Neville n'arrête pas de perdre. En même temps, bon, ben, moi, je suis pas contre non plus qu'on laisse Jericho assez haut dans la carte et dans son niveau de ring, ne serait-ce que par sa carrière, son palmarès et la place qu'il prend. C'est normal qu'il serve pas de jobber permanent. Puis bon, le match étant équilibré, spectaculaire, je trouve pas ça trop négatif pour l'image de l'anglais qui a l'air de patienter. Alors peut-être pour, on en parlera plus tard, peut-être pour les cruiserweights, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, il fait pas grand-chose. Ouais, c'est toujours le problème avec Neville un peu. Ouais, alors là, on est un peu déchiré parce qu'on est content que Y2J soit quand même toujours construit assez fort dans le roster. Euh, mais pour Neville, ouais, on commence toujours, enfin, on continue plutôt à se poser des questions sur son avenir. Euh, oui, effectivement, bon, on en reparlera pour le Cruiserweight. Il y a peut-être un avenir chez lui là-bas, mais enfin pour lui là-bas plutôt. À voir pour la suite. Maintenant, bon, grâce à Jericho, il a pu vraiment faire un bon match. Le public était derrière lui. Ça peut, au final, ça peut être bénéfique pour lui. Mais bon, pour Neville, il va falloir attendre de voir s'ils ont quelque chose de prévu pour lui ou si c'est vraiment la superstar que les bookers ont oublié. Hein. Mais on verra bien. On verra. Alors, on va continuer avec un voyage dans le temps, puisque on se retrouve un peu plus tôt dans la journée. Et on retrouve la Trémimi Bailey qui arrive dans l'arena, dans les coulisses, avec son petit sac à dos. Et elle croise le New Day qui est en train qui apparemment l'après-midi squatte dans les coulisses à manger du popcorn, à faire je ne sais quoi. Et Oui, devant une équipe de caméra, hein, donc voilà, tout est normal. exactement. Je ne sais pas, ils répètent pour le soir. Et donc tout le monde est content de se voir, ça rigole, et on fait les cons, ça raconte des conneries. Visiblement Bailey elle est très fan du New Day, New Day est très fan de Bailey, donc voilà. Et il y a Dana Brooke qui débarque pour casser la fête, un peu ruiner la fête. Donc voilà, elle critique un peu le New Day, elle critique un peu Bailey. Elle propose au New Day d'aller voir ailleurs s'ils trouvent pas le club, voilà, histoire de raviver un peu les rivalités. Elle se fait vite fait remballer. Euh, et puis du coup, elle s'en va fâchée, quoi. Alors on va enchaîner sur tout un peu toute cette histoire là qui mêle la division féminine et la division tag team. On va avancer un peu plus loin dans le show où on a un segment avec le club. Donc on apprend que le club, hein, c'était des docteurs, hein, jusqu'ici ils avaient des blouses blanches. Ils se sont reconvertis et maintenant ils travaillent dans le business des maisons de retraite. Donc comme d'habitude on les voit sur un devant à fond vert là avec visiblement un décor de maison de retraite. Voilà, comme ils ont bien géré la fin de carrière des Dudley Boys là, en les envoyant à la maison de retraite sur des brancards, on va dire. Désormais, ils sont dans le business des maisons de retraite. Il y a un petit jeu de mots avec Old Fart c'est voilà le nom de leur entreprise. Si on prend les premières lettres, ça fait Old Fart, c'est très drôle. Le vieux P, hein, pour P-merdeux peut-être pour les non anglophones. Et donc à la fin, il y a Dana Brooke qui débarque déguisée en infirmière. Ça lui va très bien. Oui, ça a collé avec son physique, oui. Voilà, mais elle fait très infirmière de film porno. Et Oh, tu l'as trouvé, toi, tiens. ouais, j'ai l'esprit mal placé, moi, c'est connu. Peut-être, peut-être. J'imagine bien que Giscard n'a pas pensé à ça, lui. Non, 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 lui, il s'est Il sait dit, pas ce que c'est. tiens, Dana, elle est titulaire d'un diplôme d'infirmière, c'est bizarre. Oui, ouais, elle joue à Docteur Maboul. Enfin, Voilà, bref. c'est ça. Donc, voilà, on est content que cette séquence-là se termine. Et après, on se retrouve pour le match. Donc le match, du coup,
C'est un six person mixed tag team match, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des mecs et des filles qui s'affrontent. Donc d'un côté le New Day et Bayley, et de l'autre évidemment le club et Dana Brooke. Alors c'est pas comme à la Lucha Underground, hein, on n'a pas le droit de taper sur les filles. Hein. Quand une fille rentre dans le ring, l'adversaire mâle s'efface, hein, il laisse la place à l'autre adversaire féminine. Mais surtout donc avant ce match, on a Charlotte qui arrive aux commentaires, hein, on la voit accueillie par les commentateurs. Alors les commentateurs lui expliquent qu'ils ont une petite interview enregistrée de Sasha Banks. Donc on voit l'interview, mais ça raconte pas grand chose d'intéressant à part que Sasha Banks est motivée pour revenir. Elle traite un peu Charlotte de lâche, d'opportuniste. Donc Charlotte, pardon. Du grand classique. Du grand classique, c'est ça. Voilà, donc Charlotte, elle va rester aux commentaires en expliquant, rapidement qu'elle a eu besoin de personne pour l'aider pour battre Sasha Banks à SummerSlam, hein, ni Dana, ni Ric Flair, ni Ric Flair son père, hein, ni personne. Donc bon, le match en lui-même, il y a rien d'exceptionnel, hein, c'est un match assez classique. On fait un peu la part belle à Bayley qui a le droit de faire un dropkick sur comment il s'appelle, Anderson, voilà, Carl Anderson. Elle participe un peu au coup de pied dans le coin du ring là, comment tu appelles ça toi, Stampede, le Unicorn Stampede. Unicorn Stampede, voilà. Et donc c'est Bayley qui gagne en effectuant un Bayley to Bayley suplex sur Dana Brooke. Voilà, donc victoire des gentils. Qu'est-ce que t'as pensé toi du fait qu'il mélange un peu les deux, la division tag team et la division féminine? Ça t'a plu toi tout ça? Ouais, j'aime bien ces interactions croisées. Alors en plus, de toute façon, on a un peu des matchs bookés d'avance, même si c'est pas officiel. On sait globalement qu'on va avoir à nouveau le New Day contre le club et puis très probablement Charlotte contre Bayley. Du coup, au lieu d'avoir deux trucs chacun de leur côté, on mélange un peu. En plus, moi je trouve ça assez sympa de les voir interagir dans les vestiaires, de voir qu'ils se croisent quand même entre divisions. C'était assez rigolo. Le segment effectivement de la maison de retraite était de l'humour moyen qui va pas forcément trop, je trouve, à Gallows et Anderson. Dans le ring, c'était effectivement correct mais sans folie, quoi. C'était un match de weekly qui fait un petit lien. Mais c'est vrai que Bayley fait ses marques, donc prend sa place, et c'était assez sympa de la voir. Après, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Ça m'a fait penser un peu, il y a quelques temps, il y avait eu l'interaction quand le New Day était encore heel avec Sasha Banks et la Team Bad. Donc de temps en temps, si c'est des one shots, c'est rigolo. Ouais, moi je trouve que ça arrive un peu tôt dans la carrière de Bayley. Et puis je trouve que quand elle danse avec le New Day, c'est pas très bien pour son image de marque à elle. Mais bon, sinon si on est sur un one shot, c'est pas bien grave. Maintenant, il faudrait pas que ça se reproduise tout souvent, parce que du coup ça siphonne un peu à la fois la division tag team qui est déjà pas très reluisante, et puis la division des femmes qui c'est toujours tangent que ça repasse au second plan, alors qu'elles font quand même des trucs exceptionnels. Mais bon, de toute façon, si elles s'affrontent avec Charlotte, ça va faire un truc assez phénoménal. Donc bon, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et puis cette semaine, c'était surtout centré sur les champions de l'univers, donc Oui. c'est une façon de caser tout le monde. Mais voilà, bon, c'est pas la meilleure séquence du monde, mais c'est pas non plus la pire. Mais qu'est-ce que c'est qu'on entend? Qu'est-ce que c'est qui arrive? Tu l'entends venir? Je crois, oui. C'est Vas-y. The Jobbers World, le monde des jobbers. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est ça, hein. Je l'avais reconnu. Vous l'aviez reconnu, les amis. Alors, cette semaine, dans le monde des jobbers, Eh bien, on a du monde. On a du beau monde. On a Sami Zayn qui affronte Jinder Mahal et qui gagne contre Jinder Mahal avec son Hell of a Kick sous les chants du public qui réclame Heath Slater. On a aussi Nia Jax qui squash une jeune inconnue qui s'appelle Aya ou Ayan, j'ai pas très bien compris. Voilà, ça c'est squash habituel.
Le squash habituel de Braun Strowman sur un petit luchador qui s'appelle Americo, qui a un costume tout aux couleurs de l'Amérique, qui se fait démasquer après le match, ce qui est quand même scandaleux. Humiliant, détestable. Et on a Darren Young qui bat Titus O'Neil sur un roll-up dans un match complètement exécrable. Voilà, ça c'était le Jobbers World pour cette semaine. Très bien. Très bien. Pas très bien, non, mais c'est fait. C'est fait. Moi, ça c'est fait. Alors on va enchaîner sur Sheamus contre Cesaro. C'est le deuxième match d'une série de 7 matchs, au meilleur des 7 matchs. Le premier a été gagné par Sheamus dans le pré-show de SummerSlam. Donc on a d'abord une interview de Cesaro qui explique que personne n'aime Sheamus. Donc il va s'en occuper ce soir. Il va le faire tourner. Et après dans le ring, on a une interview de Sheamus qui explique qu'il est le meilleur. Rien de nouveau, hein, il se prend des watts chante là, qu'il arrive à gérer plus ou moins bien. Et après on a le match en lui-même, donc c'est une nouvelle fois un match solide. Les deux sont quand même toujours stiff, toujours intenses quand ils s'affrontent tous les deux. Ils commencent à se connaître, donc ça donne quelque chose de vraiment fluide, vraiment sympa à regarder. Il y a toujours une grosse pop pour Cesaro, notamment quand il fait ses uppercuts, European uppercut là, c'est manchette à l'européenne. Là, le public devient fou quand il fait ça. Et par contre, ça se termine encore sur une victoire de Sheamus, mais alors une victoire vraiment violente, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur du ring. Et sur un surpassement, il envoie Cesaro voler sur le poteau du ring dans le coin et il retombe sur le coin du ring là, super dur. À partir de là, il est quasiment blessé. Sheamus le ramasse, il le met dans le ring, il lui place sa prise de soumission, là, le Cloverlift. Et Cesaro est obligé d'abandonner. Donc victoire de Sheamus à nouveau, victoire violente de Sheamus. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, toi, Raphaël? Qu'est-ce que cela m'inspire? Eh bien, d'abord du plaisir, on va dire, parce que c'était vraiment un très beau match. Ça, pas de souci là-dessus. Comme tu dis, les deux commencent à se connaître, parce que c'est le deuxième du challenge à 7, mais ils avaient déjà eu 2 autres matchs avant, donc c'est déjà le 4e en quelques mois. Pour le moment, je trouve qu'on se lasse pas. C'est vraiment spectaculaire. Effectivement, Cesaro très très populaire, il se régale. Mais Sheamus joue très bien en face, le bourrin méchant. Il est vraiment. Il paraît que en coulisses, il se trouve pas assez mis à l'heure Sheamus, mais c'est vrai que c'est un grand talent de la fédération. Donc c'était un très bon match. Et cette fin est plutôt surprenante, hein, puisqu'on s'attendait évidemment pour cette manche à avoir des 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, etc. Donc là, Cesaro se retrouve avec 2 coups de retard. Qu'est-ce qu'il va faire pour la suite? Comment il va sortir de là? Est-ce qu'il va élever son niveau? Est-ce que Mick Foley va décider d'ajouter des stipus ou des trucs comme ça? Non, c'est du plaisir, de la surprise et de l'interrogation pour la suite. Donc pour le moment, cette rivalité qui prévoit d'être au long cours me convainc. Exactement, c'est la bonne surprise, hein, cette histoire de ce meilleur des 7 manches. Donc je vous rappelle que c'est pour le gain d'un titre, pour un title shot, mais on ne sait pas encore précisément lequel. Voilà, la suite la semaine prochaine, je pense, si Cesaro est apte à catcher. Et puis ma foi, écoutez, c'était plutôt pas mal. Alors la suite, il y a un hommage à Mr. Fuji, l'ancien catcheur mais surtout manager dans les années 80-90, qui a managé Yokozuna, Orient Express, beaucoup de Team Heel. Voilà, il est décédé, c'est un Love Famer et on a droit à un joli petit montage vidéo fort sympathique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, j'ai pas connu moi personnellement, mais c'était un bel hommage effectivement. Voilà, un grand monsieur du catch qui s'en va. Et donc après on a aussi une petite pub pour le Cruiserweight où on nous donne quelques noms de personnes qui ont été signées. Donc il y a Tommaso Ciampa, Cedric Alexander et Johnny Gargano, Johnny Wrestling. Donc du beau monde. On apprend aussi, alors ça c'est pas dans l'émission, mais voilà, on sait aussi qu'il y a Rich Swann, Brian Kendrick, le vétéran,
Noam Dar et TJ Perkins le Philippin qui ont aussi été signés. Je crois que Grand Metallic aussi a été signé apparemment. Donc du beau monde. Euh, Effectivement, c'est possible que Neville trouve sa place dans les cruiserweight. Tu l'attends toi cette division cruiserweight? Je l'attends. Alors j'avoue que j'ai pas pris le temps ni le courage de regarder les Cruiserweight Classic Series et avec du regret puisque ça a l'air d'être de qualité. Je vais peut-être regarder les derniers matchs. Je l'attends avec plus de curiosité presque que de réelle envie parce que j'ai du mal à imaginer tous ces gens, comment on va pouvoir leur consacrer du temps, est-ce qu'on va leur offrir une ceinture, si c'est une division parallèle, enfin si c'est une division vraiment à part, ça veut dire que dans un premier temps j'imagine qu'ils vont catcher entre eux, donc on va plus trop avoir de matchs qui vont différer entre gabarits, puisque du coup si les cruiserweights sont d'un côté, ça veut dire que les gros seront les uns contre les autres de l'autre. Est-ce qu'on intègre effectivement les Zayn et les Neville voilà, j'ai beaucoup d'interrogations, donc j'ai hâte de voir comment ça se précisera. Niveau nom, je les connais pas tous. C'est vrai que je connais ceux qui sont passés par NXT et puis Brian Kendrick que j'aimais bien à l'époque de sa gimmick The Brian Kendrick il y a quelques années. Donc ouais, 3 semaines, j'attends de voir ce que ça va être. Ok. Ouais, moi je suis un peu déçu de pas voir Clément Petiot dans cette histoire. J'aurais bien aimé voir le français débarquer à Raw. J'espère peut-être qu'ils le signeront un peu plus tard. Et puis sinon, si vous avez pas vu les Cruiserweight, il faut quand même absolument regarder le match entre Ciampa et Johnny Gargano. C'est un des matchs de l'année. Pareil. Phénoménal. Il y a aussi un match entre Kota Ibushi et Cedric Alexander qui est aussi phénoménal. Mais dans l'ensemble, c'est des très très bons matchs qu'il y a dans ce Cruiserweight. Ça annonce du très bon quand même pour cette division qui, je pense, effectivement sera cloisonnée uniquement à la division pendant un moment jusqu'à ce qu'ils décident de modifier un peu le truc et de faire venir par exemple je sais pas Braun Strowman qui décide de détruire les jeunes, ça peut arriver. Pas trop longtemps quand même. Ce serait un peu chiant comme feuille des choses, je pense. Ouais, Tu un m'aurais dit truc Kevin Owens à la limite. Kevin ouais Owens j'achète, Braun Strowman moins. ouais bah oui mais Kevin Owens ouais bon on peut avoir un Kevin Owens comme ça qui a envie de Ou détruire Sheamus, ouais, il a déjà, ouais ou il est, voilà Sheamus le candidat parfait pour aller foutre sa merde au niveau des cruiserweight. Voilà, rien n'est trop écrit dans le marbre. Bon, on peut très bien avoir des cruiserweight qui montent après dans la division, ça c'est tout à fait possible. Mais bon, bah ça c'est pareil, on verra en temps et en heure. Mhm. Pour la suite, alors, on enchaîne sur le segment qui concerne les répercussions du match entre Brock Lesnar et Randy Orton. C'est Paul Heyman qui est appelé par Stephanie McMahon à venir s'expliquer de ses actes et des actes de Brock Lesnar qui a explosé la tête de Randy Orton à coups de coude à SummerSlam. Hein, bon, c'est assez connu cette histoire. Donc en fait, Polo il est venu avec une liasse de billets. Il explique que bon, bah tout ça c'est pas si grave, hein, vu que de toute façon c'est Brock Lesnar la poule aux œufs d'or de la WWE. Mais il accepte quand même de payer l'amende de 500 dollars. Mais il la paye en petite coupure de 1 dollar qu'il jette comme ça, négligemment, au pied de Stephanie McMahon en comptant 1, 2, 3, comme ça. Et ben ça, Stephanie McMahon, ça lui plaît pas du tout. Elle s'énerve. Elle explique à Paul Heyman que ouais, d'accord, Brock Lesnar il rapporte du pognon, mais Paul Heyman lui il rapporte rien, donc on peut très bien s'en débarrasser. Et puis il fera mal malin quand il expliquera à ses enfants qu'il peut pas subvenir à leurs besoins parce qu'il a été condescendant avec Stephanie McMahon et qu'il la connaît pas quand elle est enragée. C'est un orage, c'est une tornade, c'est un cyclone qui va s'abattre sur lui. Mais Paul Heyman il se démonte pas, pareil, il pique une grosse colère, il explique qu'il y a qu'une tornade qui risque de s'abattre, il y a qu'un cyclone. C'est Brock Lesnar, son client, mais il explique quand même qu'effectivement il doit des excuses, mais pas à n'importe qui, pas à Shane McMahon, pas aux spectateurs. Il doit des excuses à Stephanie McMahon elle-même, parce qu'il l'a mis dans une position difficile. Hein, voilà, il a prouvé au monde qu'elle avait du mal à maîtriser son show.
et qu'elle avait peut-être pas les épaules assez solides pour gérer Monday Night Raw et puis les pay-per-view de la WWE. Ben il s'excuse du coup Stephanie McMahon elle est un peu obligée d'accepter à contre-cœur ses excuses, donc elle accepte ses excuses et elle s'en va. Et Paul Heyman il ricane dans son coin, il a un peu gagné la partie. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ce petit segment là? Bah, difficile d'avoir une opinion, ça m'a pas emballé plus que ça. J'aime bien Paul Heyman au micro. C'était un peu rigolo le coup des billets. Après, ça sentait vraiment le segment qu'il fallait finir cette histoire de répercussion après avoir parce que c'est surtout le fait que Brock avait attaqué Shane en fait qui semblait poser problème. C'est ça. Mais au final, donc on finit sur un pardon, mais un peu amer quand même. Donc il laisse des perspectives, mais on se sent bien, on sait tous au fond de nous que en fait, on reverra Brock dans 6 mois ou au Royal ou au Rumble ou à WrestleMania dans une rivalité qui n'aura peut-être rien à voir. Donc c'était histoire de clôturer. C'est toujours sympa d'entendre Paul Heyman, mais c'était un peu long et ça m'a pas plus emballé que ça. Là c'était Non. pas très clair hein, surtout. Je pense que c'est passé Non, à côté non, un bah peu comme du but recherché au final, même s'ils étaient assez oui, ouais, comme souvent, il dit quelques vérités sur le fait, sur la gestion de Stéphanie, les conflits de pouvoir entre le board, le frère, la sœur, tout ça, mais sans que ça soit réellement pointu sur le fait que Brock Lesnar rapporte des sous, mais en même temps, bah voilà, il rapporte des sous, mais enfin, il n'est pas souvent là quand même, donc tout n'était pas très juste ni très intéressant, voilà. Ça c'est aurait ça. été avec un catcheur régulier, ça aurait été, je sais pas moi, le manager de John Cena ou de quelqu'un qui l'a souvent, ça aurait emmené des perspectives, mais là, on sait Mm. bien que non. Il manquait un petit Heath Slater dans l'histoire, je pense. Ah, Alors bon, on va enchaîner sur la suite. On est toujours avec Stephanie McMahon. Elle est rejointe par Mick Foley qui lui explique qu'il il aurait peut-être dû être avec elle là pour l'intervention de ce soir. Ils discutent un peu du main event. Ils décident qu'il n'y aura pas d'intervention extérieure pour ce Fatal 4-Way à élimination. Et après c'est Rollins qui débarque, donc ils discutent ensemble, ils accueillent Stephanie McMahon accueille chaudement Seth Rollins, elle lui dit ce soir c'est ton soir. Donc c'est parti, visiblement Rollins c'est le favori de l'autorité du management pour ce soir. Pour ce soir et ce main event, hein, donc il est temps qu'on arrive à ce main event. Donc je le rappelle, un Fatal 4-Way à élimination, pas de disqualification. Les participants, donc Big Cass, Kevin Owens, Seth Rollins, Roman Reigns. Ça démarre comme une petite promo de la Team Soft. Hein, Big Cass est quand même accompagné sur le ring accompagné au ring par Enzo. Il va pas rester Enzo, mais ils font quand même leur petite promo. Donc le match débarre, bon ça tape dans tous les sens hein, évidemment. Mais on se retrouve assez vite avec les deux gentils qui balancent les deux autres méchants à l'extérieur du ring et on a notre face à face Big Cass Roman Reigns qu'on avait eu en début de show. Ça se castagne un peu entre les deux. Big Cass il se démonte pas, hein, il rend coup pour coup. Et ce petit face à face là, il se termine avec une séquence où Big Cass il claque un Bigfoot à Roman Reigns et les deux passent par-dessus la troisième corde, ils se retrouvent en bas. Là, Seth Rollins il en profite pour faire un tope et suicida sur les deux. Il se relève, il pavane un peu, mais il y a Kevin Owens qui arrive derrière lui, il le prend en Fireman's Carry, il explose sur la barricade. Entre temps, Roman Reigns lui il est remonté sur le ring et il nous fait un saut suicide par-dessus la troisième corde et il écrase tout le monde. Donc voilà, hein, ça va très vite dans le match et on est tout de suite sur des trucs assez spectaculaires. Ensuite, on se retrouve un peu après la pub là, on a un Big Cass qui est dominant, il claque un peu ses slams, ses Bigfoot un peu à tout le monde. Mais bon, il se voit un peu trop beau et il finit par encaisser à la fois un Superman Punch de Roman Reigns. Rollins arrive, lui met un super kick en travers de la tronche, il est à terre et Kevin Owens il en profite pour faire un frog splash énorme et de l'écraser. Big Cass il s'en relèvera pas, il est compté jusqu'à 3, il est éliminé.
C'en est fini de ses espoirs. Donc on reste avec Roman Reigns, Seth Rollins et Kevin Owens. Alors bon, ça se tape un peu, Owens un peu dominant. On se retrouve à un moment donné, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui sont en haut du coin du ring, partis pour une souplesse. Il y a Roman Reigns qui débarque, qui leur fait le coup de la tour de Pise là, c'est-à-dire powerbomb sur Kevin Owens qui emporte Rollins avec lui. Alors là, du coup, Owens il est un peu hors jeu. On se retrouve avec un long duel entre Seth Rollins et Roman Reigns. Donc on se retrouve dans un match classique Rollins-Reigns, on va dire entre guillemets. Donc eux, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Cesaro et Sheamus, ils se connaissent par cœur, donc c'est super fluide, il y a un super timing, ils déroulent tous les deux leur catch, ça fonctionne super bien, c'est assez intense, ils se retrouvent à l'extérieur du ring. Et là, c'est Roman Reigns qui prend le dessus. Il va profiter que Rollins est un peu sonné pour aller mettre un Superman Punch à Kevin Owens qui était en train de se relever finalement après un bon moment. Et il revient et il claque un spear à Rollins. Donc là, il a le contrôle du match. C'est quasiment gagné pour lui. Il a plus qu'à remettre Seth Rollins dans le ring. Mais il se fait alpaguer par un mec en costume qui lui claque un coup de pied, voilà, et coup de pied dans le ventre, et qui lui place un pedigree. Parce que c'est pas n'importe qui vient d'attaquer, c'est Triple H. Triple H qui revient, on l'avait pas vu depuis WrestleMania. Donc voilà, il a séché Roman Reigns, pedigree à l'extérieur du ring, il le soulève, il le remet dans le ring, il va chercher Seth Rollins. Il dit allez hop Seth Rollins, tu me fais le tomber. Donc Roman Reigns il se relèvera pas, hein, il prend le tombé de 3, il est éliminé. Donc il reste plus qu'à s'occuper de Kevin Owens. Donc Triple H il monte dans le ring parce que comme il n'y a pas de disqualification, il peut se le permettre. Hein. Et il va vers Kevin Owens et au dernier moment il se retourne, il attrape Rollins. Et pareil, pedigree, bam. Rollins se séchait et puis sous le regard ébahi de Kevin Owens et puis il fait allez hop Kevin Owens va faire le tomber, c'est pour toi. Et du coup Kevin Owens il se fait pas prier, hein, il fait le tomber 1, 2, 3 et voilà notre nouveau champion de l'univers Kevin Owens qui s'en sort, le bras levé par Triple H, adoubé par Triple H. Le public chante You Deserve It. Hein, tu le mérites. Hein. Visiblement, le public est à fond derrière le méchant Owens qui a gagné par filouterie. Et puis Triple H il laisse Kevin Owens savourer sa victoire. Il s'en va. Il y a un échange de regards très intense, très mauvais entre lui et Stephanie McMahon, donc son épouse à la ville à l'écran, et Mick Foley. Hein, ils se regardent tous les trois. Voilà, Triple H il a l'air de dire voilà c'est comme ça qu'on gère les affaires. Si vous avez un problème, vous venez me voir. Et puis il s'en va via le public. Et puis donc c'est le sacre de Kevin Owens, donc le champion de l'univers. Quel main event, j'ai envie de dire. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Raphaël? Ah oui, quel main event historique. Non, c'était très 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 beau match déjà tout le long du déroulé, intelligemment écrit. Bon, ils nous ont peut-être joué un peu trop le coup du face à face là entre Big Cass et Roman Reigns parce que ça a eu lieu une ou deux fois dans le match. Même si c'est vrai que on voit bien que Big Cass est physiquement impressionnant. Bon, le rookie, il a joué le rôle qu'il fallait. Hein, il a été assez spectaculaire, il était populaire et puis bon, il s'est écarté au moment en premier, ce qui était logique. Après, comme tu l'as dit, il y a eu un beau face à face avec Roman Reigns et Rollins. Et puis ce final quand même, c'est vrai qu'il était vraiment sorti du chapeau, on s'y attendait pas du tout. Enfin, en tout cas moi je m'attendais pas du tout à revoir Triple H sortir. Il élimine Roman Reigns, il se venge, ça paraît légitime. Moi je m'attendais à ce qu'il disparaisse à ce moment-là. Il est monté sur le ring. Ça commençait à, moi je pressentais un peu là le coup du lapin à nouveau. Hop, Rollins trahi. Et donc il sacre Kevin Owens. Non, moi je trouve ça vraiment vraiment bien, vraiment intéressant. Ça ouvre pas mal de choses pour la suite puisqu'on sent visiblement que ça n'a pas du tout été téléguidé par Stephanie ni Mick Foley. En même temps, il y a une petite, historiquement c'est beau. Nous déjà, nos autres qui avons été à Bercy voir le live event, on savait que Kevin Owens et Triple H avaient catché ensemble, donc ils avaient des affinités. Mais en même temps c'est sympa puisque c'est Mr. Wrestling, donc c'est l'homme qui personnifie un peu le catch indépendant et la lutte sur tous les continents. Kevin Owens qui est adoubé par Triple H.
c'est pas mal. Et puis Rollins va forcément ouvrir sa gueule. Alors est-ce que ça va lui faire un face turn ou est-ce qu'il va rester un méchant? Est-ce qu'il va y avoir d'un côté le poulain de Stéphanie, d'un côté celui de Triple H? Non, c'est pour un Raw et pour un final qui a sûrement été un peu improvisé suite à la blessure de Balor, ils s'en sortent très bien là. Ils ont créé un moment, oui, qui est historique, oui. Ouais, et puis il y a à mettre au crédit de la WWE qu'ils ont réussi encore une fois à garder le secret. Hein. Il y a rien qui a fuité sur un retour de Triple H. Moi, j'ai l'habitude de suivre un peu tous les sites un peu de news, etc., de rumeurs. Il y a rien du tout qui annonçait un retour de Triple H pour ce soir. Et puis ça ouvre voilà pas mal de possibilités. On est vraiment hypé comme on dit pour la suite. On a envie de savoir ce qui se passe. On trouvait que Raw était on rônait un cran en dessous de SmackDown. Là, pour le coup, il t'a passé fort. J'ai pas encore vu SmackDown de cette semaine. Je sais pas s'ils vont réussir à faire mieux. Moi, je suis en cours de visionnage. A priori, ils font pas spécialement plus historique. En même temps, il n'y a pas les mêmes enjeux de prévu. Hein. Il n'y a pas de ceinture à déterminer. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais ils auraient pu aussi faire un truc. Ils auraient pu se louper aussi hein, sur ce début de règne de Kevin Owens. Alors ça, bon, ça grince un peu des dents sur le fait que c'est pas une victoire clean d'Owens pour son premier règne, mais c'est pareil, c'est un peu tôt pour se prononcer. Ça peut très vite être effacé cette victoire un peu volée de Kevin Owens. Il suffit qu'il ouvre sa gueule en disant qu'il a mérité tout simplement la semaine prochaine et puis ça passera crème. Oui, voilà. Il sera très très bien en champion vantard. On sait Voilà. tous que ses qualités in-ring vont faire qu'il va être très très bon à avoir catché. Mais puis ça colle aussi un peu à son personnage quand même de gagner par filouterie, même s'il n'était pas au courant. Donc bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Ça aurait été peut-être un WrestleMania moment à la limite. Bon là, ça reste Raw et puis un titre il faut lui construire un peu une légende à ce titre qui sort de nulle part. Donc là déjà avec ce main event ça allumait plus de poids je trouve. Exactement. Et puis c'est vrai qu'on va pas se mentir, Kevin Owens c'est quand même le meilleur du roster. Pour construire la ceinture, pour lui mettre du prestige, je pense que c'est le meilleur choix qu'ils avaient à faire. Honnêtement, voilà, il va falloir aller chercher Kevin Owens pour lui prendre la ceinture là. Ça va pas être n'importe qui va réussir à lui prendre, surtout s'il a Triple H dans son coin. Bon, je pense que Triple H il va peut-être être occupé avec des rivalités, hein, peut-être avec Rollins ou sûrement avec Rollins d'ailleurs, peut-être même avec Reigns, les deux en même temps. Alors peut-être que ça va se mélanger avec Kevin Owens, peut-être qu'il va se passer d'autres trucs, mais clairement, s'ils veulent donner du prestige à la ceinture, c'était le meilleur choix parce que même s'il avait j'étais un peu en tag team avec Chris Jericho, c'est quand même le meilleur du roster. Kevin Owens du côté de Raw, du moins, donc pour moi c'est le choix idéal pour consolider cette ceinture là. Oui, puis plus que consolider, c'est même apporter de l'attrait, je dirais, parce que Rollins aurait fait un champion tout à fait raisonnable, mais là on a avec Balor puis avec la Owens, on a aussi ce côté vraiment, on tient la promesse de la nouveauté aussi. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive au sommet. Ouais, c'est pas faux, c'est la nouvelle ère, donc on a envie de voir des nouvelles têtes. Rollins, voilà, c'est comme Reigns, ils ont déjà eu leur règne. Ils sont plus très frais, on va dire, et ça manque un peu de fraîcheur si c'est eux qui gagnent. Donc là, et puis voilà, on va avoir des promos, je pense, assez génialissimes de Kevin Owens. Donc ça s'annonce très très bien. Là sur Twitter, il commence déjà à nous sortir des phrases assez mythiques. Et il y a aussi Chris Jericho qui a lancé un tweet où il dit nous allons faire un très bon champion ok. Pour la suite. J'ai pas vu ça. Donc voilà, je pense qu'aussi on va voir que Chris Jericho dans l'histoire, ça va être. Je pense qu'on va passer de bons moments là dans les semaines qui viennent. Oui. Voilà, donc un Raw historique. Alors on va passer au mot de la fin pour ce Raw historique. Un coup de cœur, un coup de gueule, une note. Eh ben écoute, je te laisse la parole. Coup de cœur. Oh ben oui, on va de suite enchaîner sur le coup de cœur. Effectivement, coup de cœur, Kevin Owens, champion universel, qui soulève sa ceinture et qui va redevenir sûrement aussi brillant, arrogant et dominateur qu'il était quand il était champion NXT. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et là, c'est mon coup de cœur, c'est la bonne surprise de la soirée. Coup de gueule, on l'a passé rapidement tout à l'heure, mais c'est cette rivalité autour des coups de gueule donc pour les primetime players.
Bon, de l'avis de tout le monde, ça a été chiant. Même Giscal nous a confié qu'il a détesté ce moment, alors qu'il d'habitude il a quand même plus de facilité à passer l'éponge que nous. Ouais, moi en les regardant là, Darren Young et Titus O'Neil, j'ai pris conscience en fait que Raw c'était le summum du catch au monde, que c'est la division où il y a les mecs les plus connus et les mieux payés au monde probablement, qu'il y a énormément de gens qui végètent ou qui sont mal utilisés, et voir ces deux-là avoir 10 minutes, si on compte bien sûr entrée et tout, en plein milieu de show, c'est nul quoi. Je vois pas ce qu'ils foutent là. Ils ont pas le niveau. Le match était merdique. La rivalité, on s'en fout. Je trouve que Titus est nul en méchant, alors qu'à la limite en gentil, il a à peu près une face de bon père de famille, un peu couillon, voilà. Non, c'est pas nul quoi. J'espère que les deux seront virés prochainement, même si c'est triste. Ouais, ou qu'ils aillent à Main Event ou à Oui, Superstar. voilà. Voilà, ils ont leur place là-bas, c'est très bien. Ouais. Mais effectivement, si on pouvait ne plus voir ça à Raw, ce serait pas mal. Hein. Voilà. Parce qu'en plus ils sont mauvais comme des cochons quand ils catchent. C'est ça. Euh, Mais pour une note, on a quand même eu un très beau main event qui a suivi donc le très bon match de Neville et Jericho, le très bon match de Cesaro et Sheamus. J'ai assez aimé les interactions tag team féminines, donc c'est un Raw qui vaut 4 sur 5 pour moi. Ok. Alors, moi, mon coup de cœur, je suis obligé de dire Kevin Owens en champion. Hein. Y a rien qui m'a enthousiasmé plus que cette chose-là. Mais on peut avoir le même. C'est pas de problème. On peut l'avoir, la preuve, la preuve en direct. Et puis, bon, mon coup de gueule, donc j'en ai parlé rapidement, c'est le fait que de Bayley associée avec le New Day, et c'est surtout le fait qu'elle danse, ces espèces de danse là. Il faut pas qu'elle fasse des danses comme ça, Bayley, c'est pas son personnage. Personnage. C'est pas de son âge, ça peut ruiner son personnage, hein, définitivement ça. Donc il faut que ce soit que un one shot. Parce que pour moi, Bayley c'est John Cena, hein, donc c'est Hulk Hogan, sauf que voilà, donc il faut faire très attention avec elle. S'ils veulent enfin avoir un nouveau visage à la WWE, ce sera elle, hein, ce sera pas quelqu'un d'autre. Donc il faut quand même faire attention. Et pour la note, je crois que je vais mettre un 4 aussi comme toi. Alors vraiment, il y a beaucoup pour le main event, hein, qui était quand même phénoménal. Et puis effectivement, on a quand même eu des très beaux matchs avec Cesaro et Sheamus, et puis l'opener avec Neville et Jericho, c'était vraiment pas mal. Mais c'est quand même en gros le main event qui fait grimper la note. Hein. Ça fait oublier un peu les trucs un peu au bout du genou qu'on avait le reste de l'émission, des segments qui étaient un peu bancal. Mais voilà, quand on nous fait une fin d'émission comme ça, on est obligé de rajouter un peu de points quand même. Voilà ce qu'il en était pour ce Raw. Ce Raw du 29 août. Raw historique, encore une fois, on le rappelle. Nouveau champion d'univers. Voilà, ouais. Kevin Owens, ça restera dans les annales. Voilà, alors je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, je crois, sur YouTube évidemment. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur abonnement, c'est complètement gratuit, vous serez alerté dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort. Parce qu'à l'heure où vous nous écouterez, quelques jours plus tard, vous aurez le supplément SmackDown, hein, qu'il faudra écouter aussi. Mais oui. Le supplément SmackDown de nos amis, donc qui paraîtra un petit peu après ce podcast-là. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, c'est important pour nous. Et pour le reste, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise encore? J'ai des choses à ajouter? Je ne pense pas. Non, merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je te remercie pour ta participation, Raphaël. Merci à toi, merci. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut les amis. Ciao, à bientôt.